Salam alaikum. Alors, dans cette vidéo, on va voir les gamma-pathie monoclonales. C'est un cours très simple, très léger, mais surtout très intéressant. Alors, on commence directement par une petite définition de cette pathologie. Alors, il s'agit d'une gamma-pathie monoclonale. C'est une pathologie qui va toucher la fraction gamma, qui le gamma, c'est la fraction gamma des protéines sériques qui déroulent l'électrophorèse. Monoclonale à l'âge. Parce que donc, elle est définie par la présence dans le sérum ou bien dans les urines d'une immunoglobuline monoclonale. يعني un seul clone, un seul type. احنا على بالنا à l'état physiologique, les plasmocytes, les cellules qui produisent les immunoglobulines, donc ils produisent les immunoglobulines d'une façon polyclonale, il y a plusieurs clones, IgG, IgM, IgD, IgE, d'une façon à reconnaître plusieurs types d'antigènes. Qui la nature, il y en a énormément d'antigènes qui peuvent attaquer notre organisme. Donc il faut produire plusieurs classes, je dirais, d'immunoglobulines. Mais là, dans cette pathologie, on aura la production d'un seul clone, soit IgG, ou la IgM, ou la IgD, ou la IgE, ou la IgA. Un seul type, un seul clone, c'est ça. Et associé aussi à un seul type, تاني à les chaînes légères, qui n'a pas longtemps. Et où on a et où il y a imma imma là mais surtout هذوما les chaînes légères نشوفوا la manifestation تاعهم باللي هما surtout يديروا des dépôts parce que c'est des chaînes légères peuvent traverser facilement les tissus etc. et donc يكون عندي des dépôts partout qu'on appelle l'amylose. D'ailleurs à l'état physiologique à l'état normal, les chaînes légères d'immunoglobulines sont produites en excès par les plasmocytes. عادي جدا يصنعوا d'une façon un petit peu excessif, je dirais, pour remplacer ou pour produire plus d'immunoglobulines. Mais ils sont rapidement éliminés ou la récupérés, je dirais, réabsorbés ils sont filtrés puis réabsorbés au niveau rénal. Après, voilà, il y a une petite ou un faible pourcentage de ham éliminé quotidiennement. Mais sinon, le reste, il doit être réabsorbé et donc récupéré pour d'autres fonctions. Mais là, dans notre pathologie, il y a un excès les chaînes légères libres qui vont s'accumuler partout dans les tissus. Ça. Alors, les gamma-pathie monoclonales. Regardez, c'est pour la définition. Alors, pour les gamma-pathies monoclonales peuvent être associées à des hémopathies malignes, c'est des maladies qui touchent, je dirais, le sang, la moelle osseuse, et c'est des tumeurs malignes, qui ont le malin, c'est des tumeurs malignes, ou bien, au contraire, on peut parler de gamma-pathies monoclonales à signification indéterminée. L'abréviation TH, c'est les GMSI, c'est-à-dire c'est des maladies, c'est des gamma-pathies monoclonales qui ne présentent aucun signe. Voilà. Pour le premier cas, les hémopathies malignes, donc c'est des tumeurs qui vont toucher le sang, qui marronnent la moelle osseuse. On a trois types. Les coups associés à la gamma-pathie monoclonale. On a le myélome multiple, c'est la tumeur de la moelle osseuse, c'est la maladie de Kahler en fait. On a le deuxième type, c'est la macroglobulinémie, maladie de Waldenstrom, qui se présente par la présence en quantité anormale de macroglobulines. On a également dernière hémopathie maligne, on parle de lymphome B, de type B. C'est la tumeur, les lymphocytes B. D'accord. Donc, il y a trois types. Juste un petit exemple, les hémopathies malignes qui peuvent être associées à une gamma-pathie monoclonale. Deuxième type qui par contre, c'est les gamma-pathies monoclonales de signification indéterminée qui ne présentent aucun signe. Donc, ils sont associés à des maladies auto-immunes, par exemple le lupus ou la polyarthrite rhumatoïde, des infections virales, des infections parasitaires et plusieurs infections. Mais ils n'ont aucun symptôme, aucune manifestation clinique. Et une fois on les détecte, il faut les suivre donc les patients, bien sûr empêcher l'évolution vers une hémopathie maligne qui est la plus grave. Ça, là, c'est quoi notre problème ici? Alors notre problème ou la cause, l'origine de cette gamma-pathie monoclonale, c'est les plasmocytes bien évidemment parce qu'au moins ils sont responsables de la production des immunoglobulines, c'est ça. Donc, elles deviennent les cellules tumorales, tout simplement. Donc, c'est un trouble purement hématopoïétique. Ça. Alors,
les plasmocytes هذوما comment ils vont survivre كيفاش حين يتطوروا يزيدوا يعني البروليفération تاعهم et tout donc عندنا plusieurs facteurs plusieurs cytokines plusieurs molécules qui aident à leur prolifération c'est en fait on a pris deux exemples les plus importants les plus pertinents je dirais donc on a l'IL6 et le BAF donc c'est des facteurs de nécrose tout simplement le BAF surtout qui fait partie des familles des nécroses et tout l'IL6 surtout il est le plus pertinent voilà donc pourquoi parce qu'il a plusieurs fonctions qui sont toxiques bien évidemment. On a la pro-inflammation, c'est-à-dire il va générer l'inflammation et qui dit inflammation, c'est-à-dire on a augmentation de la protéine CRP avec une vitesse de sédimentation accélérée. Également l'IL6 active les ostéoclastes avec inhibition des ostéocytes, c'est-à-dire il va provoquer une déminéralisation osseuse avec l'inhibition de la fixation du calcium. Donc le calcium va circuler avec le sang, mais il fixe les os et donc on aura hypercalcémie et avec déminéralisation osseuse, un défaut de remodelage avec une destruction osseuse et voilà. Donc les fonctions de l'IL6 vont vraiment nous aider à comprendre très bien la sémiologie. Donc, pour le premier signe, donc c'est la déminéralisation osseuse. Dû à quoi? Dû à l'activation des ostéoclastes avec l'inhibition des ostéocytes, avec aussi un défaut de remodelage, avec l'empêchement la fixation du calcium bien évidemment. Et donc ça va se manifester par des douleurs osseuses mais surtout des fractures pathologiques. À l'état physiologique, les fractures sont dues à des traumatismes, à une chute par exemple, donc tout traumatisme externe. Mais là c'est des fractures sans aucun traumatisme, sans notion de traumatisme. Et c'est pour cela qu'on les appelle des fractures pathologiques. يعني بدون أي حاجة يعني يصبر كيدو يتكسر. Voilà. On a une deuxième chose, c'est l'hypercalcémie, qui est un signe majeur chez un sujet âgé, plus de 50 ans, qui va provoquer la déshydratation. Qui ما عندناش fixation de calcium, donc هدير لي hypercalcémie. On a aussi l'anémie inflammatoire, هذه علاش هتكون عندي anémie. Et bien parce que les plasmocytes هذوك tumorales اللي يكونوا très grosses, c'est des cellules sur le macrocytaire, et donc elles vont étouffer les cellules hématopoïétiques. Parmi ces cellules, on aura les globules rouges. Et donc, ça va provoquer une anémie inflammatoire. Donc, avec l'inflammation aussi. Et donc, il y a une destruction quand même, les globules rouges. On a aussi la leucopénie. Voilà, et qui dit leucopénie, il y a une diminution des globules blancs, et donc un système immunitaire défaillant, et donc on aura des infections à répétition. C'est des sujets immunodéprimés. Une thrombopénie qui sera responsable des hémorragies, voilà, et qui vont donc des saignements de partout. L'augmentation de l'immunoglobuline monoclonale au niveau sérique avec les chaînes légères. Les chaînes légères libres qui marronnent, la hyperproduction تاعهم, la surproduction تاعهم, et donc on aura leur accumulation partout au niveau tissulaire. Donc on les appelle surtout des protéines de Betch-Jones. Voilà, c'est écrit entre parenthèses. Donc c'est des protéines où là ils formulent l'amylose, ils connaissent partout. Surtout la chose très grave, donc ça peut être localisation cardiaque, partout dans les tissus, hépatiques, même rénal. Voilà, rénal c'est très grave aussi parce que on aura l'atteinte rénale, une atteinte rénale fonctionnelle due à cette accumulation les chaînes légères, parce que ما تصرالهمش réabsorption, donc يحصلوا في le rein, et on aura même lorsqu'on fait le dosage au niveau urinaire هنلقاوهم très élevé. Voilà, augmentation de la calciurie avec la créatinémie. La créatinémie, le rein ne va pas bien fonctionner, donc il y a une insuffisance rénale fonctionnelle. L'amylose, voilà, c'est le dépôt des chaînes légères libres. Il y a également des manifestations neurologiques. Pourquoi? Et bien parce que lorsque j'ai des fractures pathologiques, ça peut toucher le rachis, n'importe quel étage, rachis cervical, lombaire, dorsal, n'importe où. Et donc, au niveau du rachis, on a le système nerveux central, le composant du système nerveux central qui est la moelle épinière. Et au niveau de la moelle épinière, on a l'émergence des nerfs crâniens, le fourra. Bon, c'est au niveau du tronc cérébral, l'essentiel. On a aussi les nerfs rachidiens, c'est surtout les nerfs rachidiens.
les nerfs périphériques, car l'émergence au niveau de la moelle épinière, ils vont sortir à travers le rachis, les trous vertébraux. Et donc, il a des atteintes le rachis, et ben ça va comprimer, ou là ça va toucher, ça va léser quand même les nerfs. Et donc, on aura des manifestations neurologiques plus ou moins graves. Ça peut être bénin, comme des paresthésies, c'est-à-dire des fourmillements, des engourdissements, des picotements, mais des faiblesses musculaires aussi par atteinte neurologique périphérique. Et peut-être les cas les plus graves, des paraplégies et tout. Voilà, j'espère que c'est clair. Les manifestations cliniques, c'est très simple. Alors, pour poser le diagnostic de la gammapathie monoclonale, on a quelques examens. On a plusieurs examens, hein, mais là, on a pris quelques examens qui sont les plus importants, bien sûr. Bon, bien sûr, on a tout d'abord l'examen clinique TANA. On va faire plusieurs examens complémentaires pour chercher. Parce qu'il y a, en fait, c'est pas simple de poser le diagnostic à la gammapathie monoclonale. Certes, on a parfois des manifestations qui orientent d'emblée vers une hémopathie, comme les adénopathies, la splénomégalie, une anémie, une thrombopénie, une lymphocytose excessive, un syndrome d'hyperviscosité, parce que quand même, c'est des complications de l'hémopathie ou la gammapathie monoclonale. Mais parfois, c'est pas aussi simple que ça. Donc, il y aura plusieurs analyses. Donc, on a des analyses biochimiques. L'analyse biochimique, on va guère, يعني les substances chimiques, donc on va faire les protéines, les chaînes légères libres, la créatinine, l'albumine, le calcium, phosphatase alcaline, pardon, pour l'atteinte hépatique, l'acide urique, bêta-2 microglobuline, c'est des chaînes légères, LDH, il y en a plusieurs, hein, des mêmes dosages les immunoglobulines. On peut faire c'est l'électrophorèse des protéines sériques avec aussi l'électrophorèse des protéines urinaires qui va nous permettre vraiment de poser le diagnostic. On a aussi l'immunofixation, les techniques immunologiques, voilà. On peut faire aussi donc voilà l'analyse urinaire, c'est très important. On peut faire la biopsie technique les tissus, les cellules du corps afin de les analyser en laboratoire qui peut confirmer la présence de cellules cancéreuses dans le prélèvement, surtout pour diagnostiquer le myélome multiple qui est la tumeur de la moelle osseuse. Lorsqu'elle est accompagnée à cette pathologie, on peut faire aussi, donc ça c'est par la ponction de la moelle osseuse. Il y a vraiment énormément d'examens complémentaires. On a plusieurs, les biopsies qui amènent les tissus, des tests cytogéniques. Voilà, il y en a énormément. Mais là, on va surtout نهتموا بهاد ثلاثة اللي راهم هنايا. عندنا tout d'abord كما قلنا l'électrophorèse des protéines sériques. Ça va nous permettre de bien voir عندنا la présence هذا le pic monoclonal اللي هو منه حنتأكدوا باللي عندي un seul clone qui est produit par les plasmocytes. Alors ça peut toucher les IgG, à 65% c'est des gamma-pathies monoclonales de type IgG, d'accord, ou la IgA, ou la IgM, ou la IgD, ou la IgE. Ou là, ils sont accompagnés par les chaînes légères. تاني حاجة نقدروا نديرها c'est l'électrophorèse des protéines urinaires avec immunofixation. Donc هنشوفوا les protéines urinaires qui va donc trouver, donc même on va les analyser simplement l'apparence, il y a macroscopiquement la quantité comme les protéines, et on va trouver il y a la présence des protéines de Benz-Jones, donc le dépôt des chaînes légères libres, voilà, qui peut endommager les reins, voilà. On peut faire aussi le myélogramme. Alors, le myélogramme, c'est un examen indispensable pour confirmer le diagnostic de myélome, hein. Il s'agit en fait d'un prélèvement de moelle osseuse dans le sternum ou bien au niveau de la crête iliaque. C'est un examen de ponction médulaire ou la ponction de la moelle osseuse, on peut dire aussi. Donc, on va évaluer ou là étudier la cellularité au niveau de la moelle osseuse. Donc, la plasmocyte myélomateux ou le plasmocyte myélomateux, on va évaluer ou étudier la prolifération plasmocytose, la prolifération des plasmocytes. Donc, elle est surtout élevée le caterna, et donc on va trouver qu'elle est supérieure à 10%. Donc là, on peut déduire le myélome. Et ils sont aussi dysmorphiques, la morphologie elle est anormale, voilà. Autre chose, donc on a le diagnostic, donc on va récapituler, le diagnostic il est posé par les critères de Crabbe. Donc c'est juste une abréviation, on a pris les lettres
كامل les manifestations تاعنا. Et on a donc عندنا C pour calcémie, R c'est pour l'atteinte rénale, A c'est pour l'anémie, et B c'est pour le bone, يعني la moelle osseuse, يعني l'atteinte principalement hémopathie. Et donc là on peut poser بلي عندنا le myélome multiple تاعنا, voilà, avec les autres كامل examens bien sûr complémentaires. Donc c'est à travers la clinique. Alors, pour évaluer le pronostic, alors, qu'est-ce qu'on va dire? Maintenant, pour les IGA, ils sont de très mauvais pronostics, mais surtout les IGD, ils sont plus graves. Il y en a qui connaissent des gammapathie monoclonale de type IGD, là c'est plus grave. On peut aussi évaluer le pronostic à travers la classification de salmonidurée. Donc là, c'est à travers les gammes, les signes cliniques, radiologiques, biologiques. On peut voir, mais donc je vous ai dit déjà, le diagnostic c'est difficile un petit peu à le poser parce que des signes sémiologiques linéaires. Par exemple, parfois le patient il va consulter pour des fractures pathologiques, il dit et je me suis provoqué à une fracture. Parfois pour la déshydratation, pour les sujets âgés, je vais me dire oui, c'est un sujet âgé, on peut passer à côté. Donc c'est pour ça que c'est un petit peu difficile à poser le diagnostic. Voilà, les signes. Mais petit à petit, avec une très bonne expérience et une très bonne prise en charge, on peut voilà, arriver à poser le diagnostic. On a d'autres workshops qui peuvent aussi évaluer le pronostic. Les facteurs qui influencent les pronostics dans le cas, on a la concentration du composant monoclonal, l'aggravation. Le taux d'albumine aussi, pourquoi? Parce que l'albumine, c'est une protéine qui transporte les médicaments, donc il y a des albumines basses. Maintenant, je vais donner le traitement, donc ça ne sert absolument à rien. Donc il faut tout d'abord corriger l'albumine, le taux d'albumine. Ensuite, on passe au traitement étiologique et traitement symptomatologique. L'hémoglobine pour évaluer l'anémie, est-ce qu'elle est grave ou bien non? Il y a la sévérité de l'anémie. On a aussi le rapport des chaînes légères Kaplan-Meier. D'ailleurs, les normes TAO, il est situé entre 0,25 et 1,25, 65 pardon. Et donc là, c'est juste en prenant les concentrations TAO et tout, l'évaluation, on va faire le rapport et donc il est situé fait de l'intervalle. On est bien, il a qu'un en dehors de cet intervalle, là c'est grave et c'est un mauvais pronostic, je dirais. Le rapport qui est impliqué non impliqué, c'est-à-dire il est impliqué, le rapport standard c'est kappa lambda بصح نقدروا الا كانت عندي زعما لامدا اكثر من كابا نروح نعكس نحسب امبليكي سور نون امبليكي اللي تكون امبليكي اللي تكون بزاف حاضره هي نديرها من الفوق ولي نون امبليكي من تحتها الا لقيتو supérieur à 100 il s'agit d'un mauvais pronostic. On a aussi la translocation, c'est le cardiotype en faisant le cardiotype la génétique on va faire le cardiotype de le patient, les cas les plus graves, on va trouver des anomalies génétiques. La translocation, voilà, c'est des changements génétiques. La translocation, translocation robertsonienne, voilà. Il y en a plusieurs types, mais c'est des anomalies génétiques. L'essentiel, c'est un mauvais pronostic. Les complications les plus graves, les gammapathie monoclonale, qui ont une insuffisance rénale due à l'accumulation les protéines de Benz-Jones, voilà. Une insuffisance rénale, l'amylose, l'hyperviscosité sanguine qui va provoquer des insuffisances cardiaques, des troubles de la vision et plusieurs autres troubles. L'atteinte neurologique à cause de la déminéralisation qui peut toucher le rachis et donc le rachis dorso-lombaire avec fracture, avec compression des nerfs, voilà, partout. On a plusieurs, autre chose c'est on a le myélome multiple, c'est la complication théotonique, c'est une hémopathie maligne, c'est la maladie de Calère. Symptomatique. Les lymphoméditerranéens, voilà, c'est des exemples. Voilà, donc on a plusieurs complications. Autre la cryoglobulinémie, on a déjà vu je crois, je dirais troisième cours ou la deuxième jour, je me rappelle plus, les hypersensibilités. La cryoglobulinémie, donc normalement troisième cours, donc c'est des complexes IMA qui précipitent à froid. Lorsque la température elle est inférieure à 37, il va se manifester comment? Est-ce qu'on a des manifestations cutanées, purpura, phénomène de Raynaud, c'est des cyanose, c'est les extrémités, avec nécrose parfois, des polyarthralgies, des névrites, des néphropathies glomérulaires, voilà. Donc c'est des complexes IMA qui précipitent à, ou là c'est des immunoglobulines, on peut dire, parce que il y a des excès, les chaînes légères libres par exemple, et donc ils vont précipiter à froid, et ça va provoquer ça, on va définir, voilà, l'hypersensibilité de type 3 je crois, avec la cryoglobulinémie.
Voilà, plusieurs autres manifestations, des céphalées et des vertiges, une somnolence, c'est dû au syndrome d'hyperviscosité plasmatique. Donc voilà, pour parler du traitement, on va pas dire grande chose en fait. Pourquoi? Parce que en fait, كما قلنا باللي عندي le cas symptomatologique هذاك il est accompagné à ou là il est associé à des hémopathies malignes, avec c'est clair, on va traiter la cause. Le traitement est celui de la cause, symptomatologique, étiologique, voilà. Mais lorsqu'il s'agit des gammopathies monoclonales à signification indéterminée, là c'est surtout, on n'a aucun traitement qui est recommandé, mais on a des études récentes qui montrent que les gammopathies monoclonales à signification indéterminée, avec perte osseuse, associées, peuvent tirer bénéfice d'un traitement par biphosphonate. D'accord, un aniquette pas biphosphate, je me suis trompée, mais c'est biphosphonate, c'est pour la tête osseuse. Et donc, c'est surtout, on va évaluer, on va le suivre, aide le patient, les endolégés MSI, et on va toujours, tous les 6 à 12 mois, on va, le patient il va subir un examen clinique pour aussi effectuer une électrophorèse des protéines sériques et urinaires pour évaluer la progression de la maladie, pour ne pas arriver aux hémopathies malignes qui sont très graves, bien sûr. Voilà, qui m'a donné les autres cas, c'est on va faire par exemple la chimiothérapie. Il y en a quelques exemples, mais on ne sait pas vraiment, c'est selon la cause. Donc chimiothérapie, antibiothérapie, etc. On peut faire aussi l'autogreffe. Voilà, l'autogreffe des cellules souches. Et on va prendre les cellules souches du patient et on va faire une autogreffe qui va être très intéressante pour traiter donc des cas les plus graves. C'est-à-dire c'est des cellules souches qui proviennent de la moelle osseuse propre à le patient ou de son propre sang tout simplement. Donc ça c'est pour les cas les plus graves, bien sûr, les cas les plus au stade avancé, avec un sujet on va dire à partir de 60 ou 65 ans qui a une espérance de vie plus importante. On peut lui faire cette autogreffe de cellules souches hématopoïétiques qui peut avoir des résultats plus ou moins intéressants. Alors on arrive à la fin, donc voilà, c'est ce que j'avais à vous dire, fait le cours qui est très intéressant. J'espère que c'était clair. Inch'Allah تكونوا استفدتوا معايا. Inch'Allah لحقت l'information très très bien et je vous dis bon courage.